Salut, c'est Olen. J'espère que vous allez bien. Pour commencer, je remercie les tipeuses et les tipeurs qui soutiennent l'activité du projet. C'est grâce à vos contributions que je peux produire ces contenus d'éducation populaire. Pour les autres, je ne vous en veux pas. Mais si vous le souhaitez, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page Tipeee pour découvrir et soutenir le projet. La Grande Jacquerie de 1358, comme son nom l'indique, est une révolte paysanne. En effet, une jacquerie est toujours un soulèvement animé par ceux qui vivent du travail de la terre. Quand on dit révolte paysanne, on pourrait d'ailleurs s'imaginer que ça ne concerne que peu d'individus. Mais le Haut Moyen Âge est une époque où la France est presque exclusivement rurale, et l'agriculture représente la quasi-totalité de la richesse économique du pays. Même si elle ne dure que quelques semaines, de fin mai à début juin 1358, la jacquerie a clairement frappé les esprits des chroniqueurs de l'époque, comme Jean de Venette, et c'est ce qui en fait la première révolte importante documentée en France à l'époque médiévale. Le contexte de cette révolte est un peu particulier, et une série de facteurs ont contribué à son déclenchement. Bien. Fermez les yeux et imaginez que vous êtes un paysan ou une paysanne en 1358. Bon, déjà, c'est la guerre de 100 ans, depuis 1337, c'est-à-dire depuis 21 ans aujourd'hui. Cette guerre oppose la dynastie des Plantagenets d'Angleterre à celle des Valois en France pour le contrôle du royaume de France. Autrement dit, ça vous concerne peu. C'est une guerre entre nobles. Mais quand même, qui dit guerre, dit royaume affaibli. La guerre coûte cher. Les finances royales sont au plus bas. On vous impose des dévaluations monétaires à répétition, de nouvelles taxes. Pour le dire simplement, vous crevez de faim. En 1351, le roi a convoqué les États généraux pour tenter de résoudre cette crise financière majeure. Mais comme chaque année, de 1351 à aujourd'hui, les États généraux sont toujours confrontés au même problème de la situation financière dramatique du royaume. Cette guerre, quel désastre! Les défaites récentes vous laissent un goût amer. Celle de Crécy, il y a 12 ans, en 1346, sous le règne de Philippe VI, et surtout celle de Poitiers, il y a 2 ans, en septembre 1356, sous le règne du Valois Jean de Lebon. D'ailleurs, imaginez-vous que votre roi, le Valois Jean de Lebon, a été capturé pendant cette bataille de Poitiers par le prince noir, fils du roi Édouard III d'Angleterre. Il a été emmené en Angleterre où il est actuellement en captivité. Étrange comme situation, n'est-ce pas? Pire, c'est la honte. Nous sommes pris, nous dira sa raison, adouettement, se dolentement, non. Mais par confort peut-il faire chanson? Moult amis, mes pauvres solidons. Déjà que les Valois sont contestés par tous, en France comme à l'étranger, maintenant, en son absence, c'est son fils, le dauphin Charles, le futur roi Charles V, à qui on a confié à la fois la régence et le gouvernement effectif du pays en son nom. Personne n'est d'accord avec cette accession au trône. Les Valois n'ont de soutien solide que dans la noblesse militaire. Et même elle commence à s'en détacher, après avoir vu, dans son tissu, les chevaliers tomber en masse sur les champs de bataille. Autant dire que le pauvre dauphin arrive dans un contexte qui ne facilite pas l'adhésion des Français à la couronne. Vous avez compris? Le royaume est en crise, la féodalité aussi. Là-dessus,
le dauphin Charles doit aussi faire face à deux puissants personnages, le roi de Navarre, Charles le Mauvais, et le roi d'Angleterre, Édouard III, qui prétendent aussi au trône de France. Il y a aussi le prévôt des marchands de Paris, Étienne Marcel, qui s'oppose à lui. On pourrait dire qu'il est l'équivalent du maire actuel de Paris. Ah, et Charles le Mauvais, ce roi du royaume indépendant de Navarre, situé sur la côte atlantique, au nord des Pyrénées, anime une guerre civile sanglante qui ravage les campagnes françaises, détruisant vos récoltes et acculant à la ruine et à la disette de très nombreuses familles de cultivateurs. Ah, voilà, ça vous touche un peu plus directement. Il y a la peste aussi, et ses résurgences, qui déciment le royaume depuis 11 ans maintenant. Et quand vous vous baladez tranquillement dans vos campagnes, des hommes rôdent. Ce sont les grandes compagnies, ces bandes anarchiques de soudards démobilisés de l'armée. Et les compagnies anglo-navaraises, des milices privées d'hommes d'armes, à la fois pillards et soldats. Théoriquement, ils sont à la solde de l'Angleterre, mais dans les faits, ils opèrent en grande partie pour leur compte. Ils contribuent à créer un vrai sentiment d'insécurité, affaiblissant le royaume de France et créant des troubles civils au sein de ce dernier. C'est dans ce petit village, appelé Saint-Leu-d'Esserand, que tout a commencé. C'est près de Creil, sur les bords de l'Oise, vous connaissez ? Fin mai 1358, un convoi de ravitaillement escorté par des chevaliers est attaqué par des paysans affamés. Une querelle éclate entre les hommes d'armes et les paysans. Maintenant, c'en est trop. La colère monte et gronde. La révolte se répand dans toute l'île de France et au-delà. Les campagnes se lèvent, se soulèvent même, derrière un chef, Guillaume Carle, formant un front uni du refus face au pouvoir de la dynastie des Valois, qui semble de plus en plus étrangère en son propre pays. Vous êtes désormais un Jacques bonhomme, comme s'appellent tous les révoltés de la Grande Jacquerie. Les responsables de vos malheurs, ce sont les nobles, les seigneurs et leurs familles, qui se montrent incapables de protéger le royaume et ses sujets, en particulier contre les routiers, soldats anglais ou non, qui parcourent les campagnes en bandes, pillent, violentent et tuent. Eux, qui fuient comme des lâches face aux Anglais, ils sont responsables des défaites militaires, comme de cette guerre civile qui ravage le pays. Eux, qui rallient maintenant le parti des États généraux, qui soutiennent les prétentions au trône de France du roi de Navarre, Charles le Mauvais. Eux, qui font maintenant pression sur vous pour vous extorquer de nouvelles taxes. Alors vous aussi, vous allez vous rendre dans leur château et y commettre des meurtres, des viols, des incendies. Demain, le chroniqueur Jean de Venette condamnera cette violence, bien sûr. Mais il n'omettra pas la responsabilité des nobles qui, loin de protéger les paysans, les oppriment aussi lourdement que l'ennemi. À Paris, dans la capitale du royaume, le prévôt des marchands Étienne Marcel, l'équivalent du maire de Paris, est lui aussi un allié du roi de Navarre. Il profite du désordre et soulève la capitale contre le gouvernement du dauphin Charles.
Les campagnes soulevées ont maintenant leur équivalent urbain. Les ferments de révolte qui agitent la France se manifestent pleinement, partout, même s'ils s'expriment de manière différente dans les villes et dans les campagnes. Ça vous paraît bizarre qu'on parle de Paris dans le cas d'une révolte essentiellement rurale ? Pour comprendre ce paradoxe, il faut s'intéresser à la géographie de la Grande Jacquerie. Les principaux foyers de la révolte se trouvent tous à portée de la capitale, à l'unique et notable exception de l'Artois. Sinon, Normandie, Champagne et Brie, Picardie et Île-de-France sont bien les zones de la plus forte intensité de la jacquerie de 1358 et dessinent une sorte de couronne qui enserre Paris à l'ouest, au nord et à l'est. Les deux épicentres du mouvement, aux confins de la Picardie et de l'Île-de-France, sont les villes de Mello et Meaux. C'est depuis Mello que Guillaume Carle, le chef de la jacquerie, s'acharne et tente en vain d'établir un front commun avec les Parisiens regroupés derrière Étienne Marcel. Maintenant, nous sommes les 9 et 10 juin 1358. Les révoltes durent depuis 2 semaines, mais beaucoup de sang a coulé pendant ce court laps de temps, car vous avez continué à attaquer les maisons des gentilshommes et les châteaux de la région, tuant leurs habitants et brûlant les demeures. Mais tout ça est légitime, non ? Vous avez espoir que les choses changent, et vos espoirs, vous les placez dans cet homme, Guillaume Carle. Pour rigoler, ou non, vous l'appelez même roi, ou capitaine souverain du pays plat. Réveillez-vous. Vous croyez vraiment que Navarrais et Valois étaient irréconciliables ? Que la situation politique complexe allait vous permettre de faire quelque chose ? Lorsque le trône est menacé, les ennemis d'hier peuvent devenir les alliés d'aujourd'hui. Les 9 et 10 juin 1358, Charles le Mauvais, roi de Navarre, rassemble une armée de nobles et se rend coupable d'un véritable carnage à Mello. Et une armée de chevaliers loyalistes, c'est-à-dire fidèles aux Valois, assiège la ville de Meaux et en brûle quelques quartiers, sur ordre des principaux seigneurs du sud-ouest, le comte de Foix Gaston Phoebus et le captal de Buch Jean de Grailly. C'en est fini de la jacquerie. La répression s'abat sur les Jacques, et Guillaume Carle est mort. Charles le Mauvais a usé de ruses pour l'attirer dans le camp nobiliaire, et il l'a capturé. Il l'a fait mourir en le couronnant d'un trépied de fer rougi au feu. Et ensuite, il l'a décapité sur la place de Grève de Clermont-en-Beauvaisis. Et maintenant, tout ça pourquoi ? Cette répression a renforcé le pouvoir royal et a marqué la fin des États généraux de 1351. Ça n'aura été qu'un feu de paille, ajoutant au désarroi d'un pays déjà plongé dans la guerre étrangère et civile. Mais au regard de l'historiographie française, la Grande Jacquerie de 1358 reste le prototype de toutes les révoltes des campagnes sous l'Ancien Régime. Elle fixera pour toujours l'image d'Épinal d'un peuple excédé par les abus des élites, de petits disant enfin leur fête aux grands qui les oppriment. Par exemple, 3 ans plus tard, dès 1361, le royaume de France connaîtra une nouvelle poussée de révolte, encore contre la soldatesque incontrôlée, mais surtout contre le fisc royal, qui a la main lourde pour faire face aux dépenses de guerre. Et ce sera encore pour la pomme du dauphin Charles, cette fois-ci devenu le roi Charles V. En Haute-Auvergne et dans le Languedoc, c'est la révolte des Tuchins, qui s'étend cette fois-ci de 1361 à 1389, dans son acception la plus large, et qui rassemble des paysans, des artisans des faubourgs urbains
et même des petits nobles contre les représentants du fisc royal, mais aussi contre les compagnies de soldats anglais et gascons qui vivent sur le pays. Cette narration de la Grande Jacquerie est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça nourrit vos réflexions. N'hésitez pas à en faire part en commentaire. Dans les temps à venir, j'aimerais explorer davantage l'histoire des luttes, des révoltes et des révolutions sur ce format. Dites-moi, est-ce que ça vous intéresse que je les partage ? Pour m'aider à continuer de produire ces contenus d'éducation populaire, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page Tipeee pour découvrir et soutenir le projet. À bientôt.